Le mystère du message d'urgence du vol 7B. L'appel nocturne. La nuit parisienne s'étendait comme un voile de velours noir sur la ville endormie. Dans un élégant appartement du 16e arrondissement, Marie-Claire Dubois dormait d'un sommeil agité, comme si son subconscient pressentait déjà les événements extraordinaires qui allaient bouleverser sa vie. Les rideaux de soie dansaient doucement sous la brise nocturne, laissant filtrer les lumières dorées de la tour Eiffel qui scintillaient au loin. Il était exactement 23h47 lorsque la sonnerie stridente de son téléphone déchira le silence. Marie-Claire émergea brusquement de son sommeil, le cœur battant. Ses yeux mirent quelques secondes à s'habituer à l'obscurité, tandis que sa main cherchait automatiquement l'appareil sur sa table de nuit. 15 ans de carrière comme pilote de réserve pour Air France lui avaient appris que les appels nocturnes n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. « Allô » répondit-elle d'une voix encore ensommeillée mais déjà professionnelle. Une voix grave et pressante résonna dans le combiné, « Madame Dubois ?» Ici le contrôle aérien de Charles de Gaulle, Antoine Bertrand à l'appareil. Nous avons une situation d'urgence sur le vol 7B en direction de Shanghai. Marie-Claire se redressa immédiatement dans son lit, tous ses sens en alerte. Quelque chose dans la voix de l'opérateur sonnait étrangement. Elle connaissait bien Antoine Bertrand, ils avaient travaillé ensemble pendant des années, mais ce soir, sa voix semblait différente, plus tendue, presque forcée. Le commandant Lefebvre, indisposé, poursuivit la voix. « Nous avons besoin de vous immédiatement. La situation est critique. » Indisposé, répéta Marie-Claire, fronçant les sourcils. Que s'est-il passé exactement? Il y eut une légère hésitation à l'autre bout de la ligne. Les détails ne peuvent pas être communiqués par téléphone. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons besoin d'un pilote de remplacement dans les plus brefs délais. Le vol est actuellement en phase de préparation. Marie-Claire se leva, allumant la lampe de chevet qui projeta une lueur tamisée dans la pièce. Sur les murs, les photos de ses voyages autour du monde semblaient la regarder avec une intensité particulière. « J'arrive dans 20 minutes, répondit-elle, tout en commençant déjà à sortir son uniforme de la penderie. « Une voiture vous attend en bas de chez vous, ajouta la voix. Ne perdez pas de temps. » Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, la ligne fut coupée. Marie-Claire resta quelques secondes immobile, le téléphone à la main, son esprit analysant rapidement la situation. En 15 ans de carrière, jamais on ne lui avait envoyé une voiture. Les pilotes de réserve utilisaient toujours leur propre véhicule ou un taxi. Ce détail, ajouté à l'étrangeté de la voix d'Antoine, fit naître un sentiment de malaise dans son esprit. Elle s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. En effet, une berline noire aux vitres teintées était garée devant son immeuble, son moteur tournant au ralenti. Deux hommes en costume sombre se tenaient de chaque côté du véhicule, leur posture rigide trahissant une formation militaire ou policière. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas, mais son sens du devoir était plus fort. Si le vol 7B avait réellement besoin d'un pilote de remplacement, des vies étaient potentiellement en jeu. Elle ne pouvait pas ignorer cet appel, même si les circonstances étaient inhabituelles. Marie-Claire enfila rapidement son uniforme, ses doigts experts nouant sa cravate par automatisme. Dans la salle de bain, elle s'aspergea le visage d'eau froide et se regarda dans le miroir. Ses yeux verts, hérités de sa mère normande, brillaient d'une détermination mêlée d'appréhension. Ses cheveux bruns, coupés courts pour des raisons pratiques, encadraient un visage qui, à 42 ans, gardait encore une beauté classique que même la fatigue ne parvenait pas à altérer. En moins de 10 minutes, elle était prête. Son sac de voyage, toujours préparé pour ce genre de situation d'urgence, contenait tout le nécessaire, un change complet, ses documents professionnels, ses médicaments, et son ordinateur portable. Avant de quitter l'appartement, elle hésita un instant, puis ouvrit le tiroir de son bureau. À l'intérieur se trouvait un petit carnet noir où elle consignait depuis des années ses observations et ses intuitions. Un cadeau de son père, lui aussi pilote, qui lui avait toujours dit de faire confiance à son instinct. Elle le glissa dans son sac. Dans le hall de l'immeuble, le concierge, Monsieur Leroy, la salua avec surprise. « Un départ tardif, Madame Dubois ?»« Une urgence, Marcel, répondit-elle avec un sourire forcé. Puis, suivant une impulsion soudaine, elle ajouta, « Si je ne donne pas de nouvelles d'ici demain soir, pourriez-vous appeler ce numéro ?» Elle griffonna rapidement sur un bout de papier le numéro de téléphone de sa sœur Sophie. Le vieil homme prit le papier avec un air inquiet. « Tout va bien, Madame Dubois ?»« Bien sûr, ce n'est qu'une précaution, le rassura-t-elle, tout en se dirigeant vers la sortie. L'air frais de la nuit parisienne la frappa alors qu'elle franchissait la porte de l'immeuble. Les deux hommes en costume s'approchèrent immédiatement.
Madame Dubois? Si vous voulez bien nous suivre. Le plus grand des deux ouvrit la porte arrière de la berline. À l'intérieur, la voiture sentait le cuir neuf et une légère odeur de désinfectant. Marie-Claire s'installa sur la banquette, notant mentalement que les poignées intérieures des portes avaient été retirées. Un détail qui fit monter son anxiété d'un cran. La voiture démarra en silence, s'engageant dans les rues désertes de Paris. À travers les vitres teintées, les lumières de la ville prenaient une teinte surréaliste. Aucun des deux hommes ne parlait. Le conducteur suivait un itinéraire qui n'était clairement pas le plus direct vers l'aéroport Charles de Gaulle, empruntant des ruelles secondaires et faisant plusieurs détours. Nous prenons des précautions, expliqua soudainement l'homme assis à côté du conducteur, comme s'il avait lu dans ses pensées. La sécurité du vol 7B est une priorité absolue. Marie-Claire hocha la tête, mais son esprit tournait à plein régime. Quelque chose de bien plus important qu'une simple indisposition du commandant Lefebvre se tramait. Elle repensa à tous les détails étranges, l'appel tardif, la voix différente d'Antoine, la voiture avec chauffeur, l'itinéraire inhabituel. Après presque 40 minutes de trajet, la voiture approcha enfin de l'aéroport Charles de Gaulle. Mais au lieu de se diriger vers le terminal habituel, elle prit une route de service et s'arrêta devant un bâtiment administratif rarement utilisé. Marie-Claire remarqua immédiatement la présence inhabituelle de plusieurs véhicules officiels et d'hommes en uniforme. « Nous y sommes », annonça le conducteur. « On vous attend à l'intérieur pour le briefing. » Marie-Claire sortit de la voiture, son sac à la main, le cœur battant. Alors qu'elle s'avançait vers l'entrée du bâtiment, elle ne pouvait s'empêcher de penser que cette nuit marquerait le début de quelque chose d'extraordinaire. Elle était loin d'imaginer à quel point elle avait raison. Le mystère du vol 7B ne faisait que commencer, et Marie-Claire Dubois allait bientôt découvrir que certains secrets peuvent coûter bien plus qu'une simple carrière. Dans les heures qui allaient suivre, sa vie, et peut-être même le destin de plusieurs nations, allait basculer à 35,000 pieds d'altitude. Visage inconnu. Le terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait d'une activité inhabituelle pour une heure si tardive. Marie-Claire traversa le hall du bâtiment administratif, escortée par les deux hommes en costume sombre. L'écho de leurs pas résonnait sur le sol en marbre, créant une atmosphère presque théâtrale dans le silence de la nuit. À peine entrée dans le bâtiment, elle fut frappée par l'agitation anormale qui y régnait. Des agents de sécurité, bien plus nombreux que d'habitude, patrouillaient dans les couloirs. Leurs regards alertes et leur comportement tendu suggéraient qu'ils attendaient quelque chose, ou quelqu'un. Un homme en costume noir, différent de ses escortes, se tenait près de l'ascenseur. Il la fixait avec une intensité dérangeante, ses yeux sombres ne la quittant pas une seconde. Marie-Claire sentit un frisson parcourir sa nuque. Elle avait côtoyé suffisamment d'agents de sécurité dans sa carrière pour reconnaître un professionnel du renseignement. Par ici, Madame Dubois, indiqua l'un de ses escortes, la guidant vers une salle de briefing qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La pièce était étonnamment moderne comparée au reste du bâtiment, avec des écrans haute définition couvrant les murs et une table de conférence en verre fumé. À l'intérieur, 3 personnes l'attendaient. Le premier, un homme d'une cinquantaine d'années aux tempes grisonnantes, se présenta immédiatement, Laurent Mercier, DGSI. Ravi de vous rencontrer, commandant Dubois. Marie-Claire serra sa main tendue, notant sa poigne ferme et assurée. La Direction générale de la sécurité intérieure n'envoyait pas ses agents pour une simple relève de pilote. Ses soupçons sur la nature extraordinaire de cette mission se confirmaient. À ses côtés se tenait une femme d'une élégance remarquable. Ses cheveux argentés, coupés au carré, encadraient un visage aux traits asiatiques d'une beauté saisissante. Docteur Sarah Chen, se présenta-t-elle avec un léger accent qu'il était difficile de placer. Experte en cybersécurité. Le troisième individu, un homme plus jeune en uniforme d'Air France, restait en retrait, consultant frénétiquement sa tablette. Il ne se présenta pas. « Asseyez-vous, je vous en prie », invita Mercier, désignant une chaise. « Nous avons peu de temps, mais beaucoup à discuter. » Marie-Claire prit place, posant son sac à ses pieds. Les écrans muraux affichaient diverses informations, plans de vol, données météorologiques, et curieusement, ce qui ressemblait à des algorithmes de cryptage. Le vol 7B n'est pas un vol ordinaire, commença Mercier, sa voix grave résonnant dans la pièce. Il transporte quelque chose de vital pour la sécurité nationale. Nous avons des raisons de croire qu'une tentative d'interception est imminente. Quel genre de chose, demanda Marie-Claire, ses yeux verts scrutant tour à tour chaque visage dans la pièce. C'est classifié, répondit sèchement le docteur Chen,
ses doigts fins jouant distraitement avec un pendentif en jade. Votre seule préoccupation doit être de faire atterrir cet avion en toute sécurité à Shanghai. Marie-Claire se redressa sur sa chaise. Je suis désolé, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Que s'est-il passé avec le commandant Lefebvre? Un silence pesant s'installa dans la pièce. Mercier échangea un regard avec Chen avant de répondre, le commandant Lefebvre a été victime d'une intoxication alimentaire suspecte il y a 1 heure. Il est actuellement à l'hôpital, stable mais incapable de voler. Suspecte, répéta Marie-Claire. Nous enquêtons sur les circonstances, intervint l'homme en uniforme depuis le fond de la pièce, parlant pour la première fois. Sa voix était étrangement tendue. Le docteur Chen s'approcha de l'un des écrans muraux et fit apparaître une série de données complexes. Le vol 7B est équipé de systèmes de sécurité spéciaux. Nous avons détecté des tentatives d'intrusion dans nos protocoles de communication ces dernières heures. Des hackers? Demanda Marie-Claire. Pas exactement, répondit Chen avec un sourire énigmatique. Disons que certaines entités sont très intéressées par ce vol. Mercier se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Voici ce que vous devez savoir, vous aurez un copilote de confiance, Thomas Renard. Il a été briefé sur la situation. La tour de contrôle utilisera des protocoles de communication spéciaux que nous vous expliquerons. Et surtout, il s'arrêta pour la regarder droit dans les yeux, vous ne devez faire confiance à personne d'autre que nous 3 dans cette pièce. Marie-Claire sentit son estomac se nouer. En 15 ans de vol, elle avait géré des situations d'urgence, des conditions météorologiques extrêmes, même des passagers violents. Mais ceci était différent. Elle était en train d'être embarquée dans quelque chose qui dépassait largement le cadre de ses fonctions habituelles. Je dois vous demander, dit-elle lentement, est-ce que ce vol présente un danger pour les passagers? Pas si tout se passe comme prévu, répondit le docteur Chen, son pendentif en jade captant la lumière des écrans. Et si les choses ne se passent pas comme prévu? Personne ne répondit à cette question. Soudain, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Un agent de sécurité entra précipitamment, « Monsieur Mercier, nous avons un problème. » Les capteurs ont détecté une activité suspecte près du hangar 7. Mercier jura entre ses dents. « Docteur Chen, venez avec moi. » Vous, il pointa du doigt l'homme en uniforme, commencez le briefing technique avec le commandant Dubois. Ils quittèrent rapidement la pièce, laissant Marie-Claire seule avec l'homme mystérieux. Celui-ci s'approcha de la table, posant sa tablette devant elle. « Je suis François Lemaire, responsable de la sécurité des vols spéciaux, se présenta-t-il enfin. Voici les procédures modifiées pour ce vol. » Pendant les 40 minutes suivantes, il lui expliqua une série de protocoles complexes, de codes de communication et de procédures d'urgence. C'était comme apprendre un nouveau langage en accéléré. À travers la fenêtre de la salle, Marie-Claire pouvait voir l'immense silhouette de l'Airbus A350 qui l'attendait sur le tarmac. Les équipes au sol s'affairaient autour de l'appareil, leurs gilets fluorescents créant des points de lumière dans la nuit. Une dernière chose, dit le maire alors qu'il terminait le briefing. Si vous entendez le mot « Atlas » sur n'importe quelle fréquence, vous devez immédiatement. Il fut interrompu par le retour de Mercier et Chen, qui semblaient encore plus tendus qu'auparavant. Il faut accélérer le départ, ordonna Mercier. Commandant Dubois, êtes-vous prête? Marie-Claire se leva, ramassant son sac. Aussi prête que possible, étant donné les circonstances. Bien. Le docteur Chen voyagera à bord, en première classe. Si quoi que ce soit d'inhabituel se produit, elle sera votre contact. Alors qu'il quittait la salle de briefing, Marie-Claire remarqua que le docteur Chen tapait rapidement un message sur son téléphone. Dans le reflet d'un écran éteint, elle aperçut brièvement les caractères qui n'étaient définitivement pas en français, ni en anglais, ni même en chinois traditionnel. Le trajet jusqu'à l'avion se fit dans un silence tendu. Sur le tarmac, le vent froid de la nuit parisienne faisait claquer les pans de leur veste. L'équipage était déjà à bord, et les premiers passagers commençaient à embarquer par une passerelle éloignée. Au pied de l'escalier menant au cockpit, Mercier prit Marie-Claire à part. Une dernière chose, commandant. Si les choses tournent mal, il y a une enveloppe scellée dans le coffre du cockpit. N'ouvrez cette enveloppe qu'en dernier recours. Marie-Claire hocha la tête, gravissant les marches vers le cockpit. À l'intérieur, son copilote, Thomas Renard, était déjà en train de faire les vérifications pré-vol. Il se tourna vers elle avec un sourire qui semblait un peu trop forcé. Commandant Dubois, ravi de voler avec vous. Alors qu'elle s'installait dans son siège,
Marie-Claire ne pouvait s'empêcher de penser que cette nuit marquait le début de quelque chose qui la dépassait complètement. Les mystères s'accumulaient, l'intoxication suspecte de Lefebvre, la présence de la DGSI, le docteur Chen et ses messages cryptés, l'enveloppe secrète dans le coffre. À travers le pare-brise du cockpit, elle pouvait voir les lumières de Paris scintiller au loin. Dans quelques minutes, ils décolleraient vers Shanghai, emportant avec eux des secrets qui semblaient suffisamment importants pour que des services de renseignement s'y intéressent. Le vol 7B n'était définitivement pas un vol comme les autres, et la nuit ne faisait que commencer. Le message. À 35,000 pieds d'altitude, quelque part au-dessus de la Russie, l'Airbus A350 du vol 7B fendait paisiblement la nuit. Le cockpit était baigné dans la lueur bleutée des écrans de contrôle, créant une atmosphère presque irréelle. Marie-Claire Dubois observait attentivement les instruments, ses années d'expérience lui permettant de détecter la moindre anomalie. Le décollage s'était déroulé sans incident 3 heures plus tôt. Paris s'était éloigné dans un océan de lumière dorée, et maintenant, sous leurs ailes s'étendait l'immensité sombre de la Sibérie. Les passagers dormaient pour la plupart, ignorant les mystères qui entouraient leur vol. Thomas Renard, son copilote, effectuait les vérifications de routine avec une précision presque mécanique. Depuis le début du vol, il s'était montré professionnel mais distant, répondant aux questions par des phrases courtes et évitant tout contact visuel prolongé. Contrôle Moscou à vol Air France 7B, grésilla la radio. Transition vers espace aérien suivant dans 20 minutes. Marie-Claire confirma la réception du message, puis jeta un coup d'œil discret vers le coffre du cockpit où reposait l'enveloppe mystérieuse mentionnée par Mercier. Que contenait-elle? Dans quelles circonstances devrait-elle l'ouvrir? Soudain, un bip discret attira son attention. Sur l'écran principal du système de communication, un message inattendu s'afficha. Protocole Atlas activé, cargo compromis. Le cœur de Marie-Claire fit un bond dans sa poitrine. Le mot « Atlas », celui-là même que le maire avait commencé à mentionner avant d'être interrompu lors du briefing. Elle se tourna vers Thomas, mais celui-ci fixait déjà l'écran avec une expression indéchiffrable. « Vous avez déjà vu ce genre de message ?» demanda-t-elle, tentant de garder un ton neutre. « Jamais, répondit Thomas, mais quelque chose dans sa voix sonnait faux. Marie-Claire allait insister quand une série de bips rapides émana du panneau de communication. Vol Air France 7B, ici contrôle Shanghai. Nous recevons un signal de détresse automatique. Confirmez votre statut. Avant que Marie-Claire ne puisse répondre, une voix différente, plus grave et métallique, résonna dans ses écouteurs, ne répondez pas. Ils écoutent. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie-Claire sentit une goutte de sueur froide couler le long de sa nuque. Cette voix n'avait utilisé aucune des fréquences officielles. Je vais faire un tour en cabine, annonça Thomas soudainement. Vérifiez que tout va bien. Marie-Claire hocha la tête, mais ses instincts lui criaient que quelque chose n'allait pas. Dès que Thomas eut quitté le cockpit, elle sortit son petit carnet noir et nota rapidement les événements étranges qui venaient de se produire. À travers le hublot, l'aurore boréale dansait dans le ciel nocturne, créant des rubans de lumière verte et violette. Cette beauté naturelle contrastait violemment avec la tension qui régnait dans l'avion. Un léger coup à la porte du cockpit la fit sursauter. C'était Jessica, l'une des hôtesses de l'air. « Commandant, murmura-t-elle en entrant, le docteur Chen demande à vous parler de toute urgence. » Marie-Claire hésita. Quitter le cockpit n'était pas recommandé, surtout dans ces circonstances. Mais le docteur Chen était supposé être son contact en cas d'anomalie. « Dites-lui de venir ici, décida-t-elle. Quelques minutes plus tard, le docteur Chen entra dans le cockpit. Ses cheveux argentés semblaient presque phosphorescents dans la lumière des écrans. « Nous avons un problème, dit-elle sans préambule. Les systèmes de sécurité ont détecté une intrusion. » Quel genre d'intrusion? Le docteur Chen sortit une tablette de sa veste. Quelqu'un essaie d'accéder au système de communication de l'avion. Et ce quelqu'un est à bord. Marie-Claire sentit son sang se glacer. À bord? Comment est-ce possible? Le piratage vient de l'intérieur du réseau de l'avion. Nous avons un agent dormant parmi nous. Avant que Marie-Claire ne puisse répondre, un nouveau message apparut sur l'écran. Protocole Atlas niveau 2, initiation séquence Oméga. Le docteur Chen pâlit visiblement. C'est pire que ce que nous pensions. Qu'est-ce que ça signifie? Demanda Marie-Claire, sa patience s'épuisant. Ça signifie que nous avons été compromis, répondit Chen, ses doigts volant sur sa tablette. Quelqu'un a réussi à...
Elle fut interrompue par le retour de Thomas. En voyant le docteur Chen, il se figea un instant, puis reprit son masque professionnel. « Tout va bien en cabine, rapporta-t-il. Mais j'ai remarqué quelques passagers agités en classe affaires. » Le docteur Chen rangea rapidement sa tablette. « Je retourne à ma place. Commandant, n'oubliez pas, en cas de doute, l'enveloppe. » Après son départ, un silence pesant s'installa dans le cockpit. Marie-Claire observait Thomas du coin de l'œil, notant sa posture tendue et ses regards fréquents vers les écrans de communication. Soudain, l'avion traversa une zone de turbulence. Les secousses, bien que légères, semblèrent réveiller quelque chose dans l'esprit de Marie-Claire. Elle se souvint d'un détail du briefing, Mercier avait insisté sur le fait qu'elle ne devait faire confiance qu'aux personnes présentes dans la salle. Or, Thomas n'était pas là pendant cette conversation. Comme pour confirmer ses soupçons, un nouveau message apparut. Infiltration confirmée, équipage compromis. Marie-Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle devait prendre une décision, et vite. L'enveloppe dans le coffre semblait l'appeler, mais l'ouvrir en présence de Thomas pourrait être dangereux si ses soupçons étaient fondés. La radio grésilla à nouveau, vol Air France 7B, ici contrôle Beijing. Nous détectons des anomalies dans votre trajectoire. Confirmez cap actuel. Beijing. Il n'était pas supposé être en contact avec le contrôle de Beijing sur cette route. Marie-Claire jeta un coup d'œil à ses instruments. Leur cap était parfaitement normal, suivant exactement le plan de vol prévu. Pourquoi Beijing prétendait-il le contraire? Nous maintenons le cap prévu, répondit-elle prudemment. Route standard vers Shanghai. Négatif, vol 7B. Nos systèmes indiquent une déviation de 3 degrés vers le nord. Thomas se pencha vers la radio. Je vais gérer la communication, dit-il, tendant la main vers le micro. Marie-Claire l'arrêta d'un geste. Non, je m'en occupe. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le masque de Thomas sembla se fissurer. Dans ses yeux, elle vit quelque chose qui confirma ses pires craintes. Un nouveau message apparut sur l'écran. Protocole Atlas niveau 3, activation immédiate. Simultanément, plusieurs voyants d'alerte s'allumèrent sur le tableau de bord. Les systèmes de navigation commencèrent à afficher des données contradictoires, comme si quelqu'un interférait avec leur capteur. Je dois vérifier quelque chose dans la soute, annonça Thomas, se levant brusquement. Non, dit fermement Marie-Claire. Vous restez ici. Le temps sembla se suspendre dans le cockpit. À l'extérieur, l'aurore boréale continuait sa danse silencieuse, indifférente au drame qui se jouait à 35,000 pieds d'altitude. Marie-Claire savait qu'elle était à un point de basculement. Les mystères s'accumulaient, les messages cryptés, l'intervention de Beijing, le comportement de Thomas, les avertissements du docteur Chen. Et maintenant, cette nouvelle alerte du protocole Atlas. Sa main se dirigea lentement vers le coffre contenant l'enveloppe mystérieuse. Quoi qu'elle contienne, le moment semblait venu de découvrir la vérité. Le vol 7B était entré dans une phase critique, et les prochaines minutes allaient déterminer non seulement le sort des passagers, mais peut-être bien plus encore. Dans le ciel nocturne de la Sibérie, un drame international était en train de se jouer, et Marie-Claire Dubois se trouvait au cœur de la tempête. Double jeu. La nuit s'épaississait alors que le vol 7B survolait les étendues glacées de la Sibérie. Dans la cabine des premières classes, faiblement éclairée par quelques liseuses, le docteur Sarah Chen tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. Les lignes de code défilaient sur son écran à une vitesse vertigineuse, reflétant une lueur bleutée sur son visage concentré. Laurent Mercier, assis 3 rangées derrière elle, l'observait discrètement tout en feignant de lire un magazine. Son instinct d'agent de la DGSI, affûté par des années de terrain, lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Les mouvements du docteur Chen étaient trop précis, trop calculés pour une simple experte en cybersécurité. Dans le cockpit, Marie-Claire profitait d'un moment de calme apparent pour examiner plus attentivement la liste des passagers. Thomas était parti faire une vérification de routine dans la cabine, la laissant seule avec ses doutes grandissants. Ses yeux parcouraient la liste quand soudain, quelque chose attira son attention. « C'est impossible, murmura-t-elle. 3 passagers, assis dans des sections différentes de l'avion, partageaient exactement la même date de naissance, 15 mars 1985. La probabilité que ce soit une coïncidence était infinitésimale. Elle nota rapidement leur numéro de siège, 14A, 27F et 42C. Un léger coup à la porte du cockpit interrompit ses réflexions.
C'était Alexandre, un jeune steward à l'air préoccupé. « Commandant, dit-il en baissant la voix, un passager de la rangée 23 insiste pour vous parler. Il dit que c'est une question de vie ou de mort. » Marie-Claire hésita. Les protocoles de sécurité déconseillaient fortement de quitter le cockpit dans des circonstances suspectes. Mais son intuition lui disait que ce passager pourrait avoir des informations cruciales. « Son nom ?» demanda-t-elle. Alexandre consulta sa tablette. « Monsieur Durand, non, Durand. Philippe Durand. » Ce nom ne figurait pas parmi ceux que Marie-Claire avait repérés avec la même date de naissance. Elle prit une décision rapide. « Dites-lui que je viendrai le voir dans 10 minutes. » Et Alexandre. Elle baissa la voix. Observez discrètement les passagers des sièges 14A, 27F et 42C. Notez tout comportement inhabituel. Le steward hocha la tête et sortit. Marie-Claire se tourna vers les instruments de bord, vérifiant une dernière fois que tout était normal avant de mettre son plan à exécution. Dans la cabine des premières classes, le docteur Chen fermait son ordinateur portable d'un geste brusque. Elle avait intercepté quelque chose. Un fragment de code qui n'aurait pas dû être là. Ses doigts effleurèrent inconsciemment son pendentif en jade alors qu'elle réfléchissait à ses options. Mercier, toujours en observation, remarqua ce geste nerveux. Il avait vu suffisamment d'agents doubles dans sa carrière pour reconnaître les signes de stress d'une personne jouant un rôle. Discrètement, il envoya un message codé via son téléphone satellite. Marie-Claire quitta finalement le cockpit, laissant les commandes à Thomas qui était revenu de sa vérification. Elle traversa la cabine business, notant mentalement la disposition des issues de secours et la position des membres d'équipage. En passant près du siège 14A, elle ralentit légèrement. Le passager, un homme d'une quarantaine d'années en costume gris, tapait sur son téléphone avec une concentration excessive. Trop excessive pour quelqu'un censé être un simple voyageur d'affaires. Arrivée à la rangée 23, elle trouva Philippe Durand. C'était un homme aux tempes grisonnantes, dont le visage évoquait celui d'un professeur universitaire plus que d'un homme d'affaires. Mais ses yeux avaient cette lueur particulière que Marie-Claire avait appris à reconnaître chez les personnes habituées aux situations dangereuses. « Commandant Dubois » murmura-t-il alors qu'elle s'arrêtait près de son siège. « Nous devons parler. »« Mais pas ici. » Marie-Claire acquiesça imperceptiblement. « Office de l'équipage, 2 minutes » chuchota-t-elle avant de continuer son chemin comme si de rien n'était. En retournant vers l'avant de l'appareil, elle passa près du siège 27F. La passagère, une jeune femme asiatique, semblait dormir profondément. Trop profondément. Ses muscles étaient tendus, trahissant un état d'éveil. Dans l'office, Durand la rejoignit discrètement. Sans préambule, il sortit une carte d'identification, DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Le cargo que vous transportez, chuchota-t-il, c'est une couverture. La vraie cible, c'est le docteur Chen. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Marie-Claire sentit son cœur s'accélérer. Qui est-elle? Une agent double. Mais pas pour qui vous pensez. Il jeta un regard nerveux vers la porte. L'intelligence artificielle dont tout le monde parle n'existe pas. C'est un leurre. La vraie technologie. Un bruit dans le couloir l'interrompit. Ils se séparèrent rapidement, feignant une conversation banale sur les turbulences. De retour dans le cockpit, Marie-Claire trouva Thomas en grande conversation radio avec le contrôle de Beijing. Il coupa rapidement la communication en la voyant entrer. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, notant la fine pellicule de sueur sur son front. « Parfaitement » répondit-il trop rapidement. « Juste une vérification de routine. » Marie-Claire s'installa dans son siège, son esprit analysant frénétiquement les nouvelles informations. Le docteur Chen était une agent double. 3 passagers partageaient la même date de naissance. Thomas communiquait secrètement avec Beijing. Et maintenant, Durand de la DGSE affirmait que toute l'histoire de l'intelligence artificielle n'était qu'une couverture. Un nouveau message apparut soudain sur l'écran de communication. Intrusion détectée, protocole défense activé. Simultanément, son téléphone vibra. Un message d'Alexandre, passager 42C a disparu. La situation devenait critique. Marie-Claire savait qu'elle devait agir, mais chaque action possible comportait des risques énormes. Si Durand disait vrai, le docteur Chen représentait une menace. Mais si c'était Durand qui mentait? Dans la cabine des premières classes, le docteur Chen sortit discrètement un second ordinateur portable de son bagage à main.
Ses doigts volèrent sur le clavier, entrant une série de commandes complexes. Sur son écran, un compte à rebours s'initialisa, 30:00 minutes. Mercier, observant toujours, remarqua le changement subtil dans son comportement. Il se leva lentement, comme pour se diriger vers les toilettes, sa main droite effleurant la crosse de son arme dissimulée sous sa veste. Le vol 7B était devenu une arène où se jouait une partie d'échecs mortels. Chaque passager pouvait être un pion ou un roi, chaque membre d'équipage un allié ou un traître. Et au milieu de ce chaos orchestré, Marie-Claire Dubois devait non seulement piloter l'avion, mais aussi dénouer un écheveau d'intrigue internationale avant qu'il ne soit trop tard. L'enveloppe scellée dans le coffre du cockpit semblait peser une tonne. Son contenu pourrait-il éclairer cette situation de plus en plus complexe? Ou ne ferait-il qu'ajouter une nouvelle couche de mystère à cette nuit déjà extraordinaire? Dans le ciel nocturne, l'Airbus A350 continuait sa route vers Shanghai, transportant dans son ventre un mélange explosif de secrets, de mensonges et de double jeu. Le temps était compté, et chaque minute qui passait rapprochait l'équipage et les passagers d'une confrontation inévitable. Marie-Claire regarda sa montre. Plus que 6 heures avant l'atterrissage prévu à Shanghai. 6 heures pour découvrir la vérité, démasquer les traîtres, et surtout, assurer la sécurité des passagers innocents qui dormaient paisiblement, ignorant le drame qui se jouait autour d'eux. La vérité dans l'ombre. L'aube commençait à poindre à l'horizon, teintant les nuages de rose et d'or. Le vol 7B poursuivait sa route vers Shanghai, transportant dans son fuselage un enchevêtrement de secrets de plus en plus complexes. Marie-Claire Dubois, aux commandes de l'appareil, sentait le poids de chaque décision peser sur ses épaules. Le passager de la rangée 23, Philippe Durand, avait demandé à la voir à nouveau. Cette fois-ci, ils se retrouvèrent dans un coin isolé de la classe affaires, pendant que Thomas effectuait les vérifications de routine dans le cockpit. « Je suis un ancien agent de la DGSE, murmura Durand, ses yeux gris constamment en mouvement, surveillant les alentours. J'ai été réactivé spécifiquement pour cette mission. Ce que je vais vous dire va à l'encontre de tout ce qu'on vous a raconté jusqu'à présent. » Marie-Claire hocha imperceptiblement la tête, l'invitant à continuer. « Le cargo que vous transportez, poursuivit-il, cette prétendue intelligence artificielle révolutionnaire, c'est une couverture. La vraie cible, c'est le Dr Chen. Mais elle n'est pas non plus celle que vous croyez. » Un léger tremblement secoua l'avion, comme pour souligner la gravité de ses paroles. Au loin, les premières lueurs du jour dessinaient des ombres fantomatiques sur les ailes de l'appareil. « Qui est-elle vraiment » demanda Marie-Claire dans un souffle. « Elle travaille pour une organisation que nous surveillons depuis des années. Une organisation qui n'appartient à aucun pays, à aucun gouvernement. Ils se font appeler les gardiens du code, un groupe d'élite technologique qui croit que l'intelligence artificielle devrait être contrôlée par un consortium privé, pas par les États. » Marie-Claire repensa aux comportements étranges du Dr Chen, à ses messages cryptés, à son pendentif en jade qui semblait cacher plus qu'un simple bijou. Mais pourquoi tout ce dispositif? La DGSI, les agents doubles, les messages codés. Durand esquissa un sourire amer. Parce que le Dr Chen transporte quelque chose de bien plus précieux qu'une simple IA. Dans son ordinateur se trouve le protocole Atlas, un algorithme capable de prendre le contrôle de n'importe quel système informatique militaire. Imaginez, missiles, drones, satellites, tout pourrait tomber sous le contrôle de celui qui possède ce code. À cet instant précis, une nouvelle série de messages cryptiques apparut sur les écrans du cockpit. Atlas compromis, Initiating Protocol Omega. Marie-Claire sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Et maintenant? Maintenant, répondit Durand, nous devons empêcher ce code d'atteindre sa destination. Si le Dr Chen arrive à Shanghai avec ces données. Il fut interrompu par l'arrivée soudaine d'un steward. Commandant, le Dr Chen demande à vous voir de toute urgence dans le cockpit. Marie-Claire échangea un regard rapide avec Durand. J'arrive dans un instant. Une fois le steward parti, Durand saisit discrètement son bras. Soyez prudente. Si mes soupçons sont corrects, nous ne sommes pas les seuls à jouer un double jeu à bord. De retour dans le cockpit, Marie-Claire trouva le Dr Chen en grande conversation avec Thomas. Ils se turent brusquement à son arrivée, échangeant un regard qui n'échappa pas à son attention. « Commandant, » commença le Dr Chen, son accent légèrement plus prononcé sous l'effet du stress, « nous avons un problème majeur. Les systèmes de sécurité ont détecté une tentative d'intrusion sophistiquée. » Elle sortit sa tablette, montrant une série de graphiques complexes. «
Quelqu'un essaie d'accéder au protocole Atlas depuis l'intérieur de l'avion. Marie-Claire observa attentivement les données, tout en réfléchissant aux révélations de Durand. Qui disait la vérité? Qui manipulait qui dans ce jeu d'échecs aérien? Je pense, poursuivit le docteur Chen, que nous avons un agent infiltré à bord. Quelqu'un qui... Une violente secousse interrompit sa phrase. Les voyants d'alarme s'allumèrent simultanément sur le tableau de bord. Perte de pression dans la soute avant, annonça Thomas, ses mains volant sur les commandes. Marie-Claire reprit immédiatement les commandes, son entraînement prenant le dessus. Thomas, vérifiez les systèmes de pressurisation. Docteur Chen, veuillez retourner à votre siège. Mais le docteur Chen ne bougea pas. Au lieu de cela, elle sortit un petit appareil de sa poche. Je suis désolé, commandant, mais je ne peux pas faire ça. L'appareil émit un signal sonore aigu, et soudain, tous les écrans du cockpit s'éteignirent simultanément. Qu'est-ce que... commença Marie-Claire, mais elle fut interrompue par le bruit d'une arme qu'on arme. Thomas s'était levé, un pistolet compact pointé dans sa direction. Ne bougez pas, commandant. Tout va bien se passer si vous coopérez. Le temps sembla se figer dans le cockpit. Marie-Claire évalua rapidement ses options. Les commandes étaient mortes, l'avion volait sur le pilote automatique, et elle était maintenant prise en otage par deux personnes qu'elle croyait être des alliés. Vous travaillez ensemble, constata-t-elle, maintenant sa voix calme malgré la situation. Le docteur Chen sourit légèrement. Pas exactement. Disons que nous avons des intérêts communs, temporairement. À cet instant, une nouvelle voix se fit entendre depuis la porte du cockpit. Et ces intérêts viennent de diverger. Philippe Durand se tenait dans l'encadrement, son propre pistolet braqué sur le docteur Chen. DGSE, annonça-t-il calmement. Et vous êtes en état d'arrestation. La tension dans le cockpit était palpable. 4 personnes, 3 armes, et un avion rempli de passagers innocents pris au milieu d'une guerre d'espionnage internationale. Vous ne comprenez pas, dit le docteur Chen, son calme apparent commençant à se fissurer. Le protocole Atlas n'est pas ce que vous croyez. C'est bien plus qu'un simple programme de contrôle. C'est la clé d'un nouveau monde. Un monde où une organisation privée pourrait tenir en otage des nations entières, répliqua Durand. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Marie-Claire observait l'échange, son esprit travaillant à toute vitesse. L'enveloppe scellée dans le coffre du cockpit, était-ce le moment de l'ouvrir? Contenait-elle des informations cruciales sur cette situation? Soudain, une nouvelle secousse ébranla l'avion. Plus violente que la précédente. Les lumières vacillèrent, et pendant un bref instant, la confusion régna dans le cockpit. Marie-Claire saisit cette opportunité. D'un geste rapide, elle activa l'interrupteur d'urgence caché sous son siège. Une alarme stridente retentit dans tout l'appareil, et les masques à oxygène se déployèrent automatiquement dans la cabine. La surprise provoqua exactement l'effet qu'elle espérait. Thomas baissa légèrement son arme, déstabilisé par le chaos soudain. Le docteur Chen fit un pas en arrière, heurtant le panneau de communication. Maintenant, cria Durand, se jetant en avant. Les événements qui suivirent se déroulèrent comme au ralenti. Un coup de feu résonna dans le cockpit, assourdissant dans l'espace confiné. Le docteur Chen laissa échapper un cri de surprise, son pendentif en jade se brisant sur le sol. Thomas tenta de reprendre son arme en joue, mais Marie-Claire était déjà en mouvement. Years d'entraînement au judo prirent le dessus. Une clé de bras, un coup précis, et le copilote traître s'effondra, son arme glissant sous un siège. Les systèmes, cria Marie-Claire, reprenant les commandes. Il faut les réactiver. Le docteur Chen, maintenu en respect par Durand, laissa échapper un rire amer. Trop tard. Le protocole Atlas est déjà en route. Dans quelques minutes, tous les systèmes de navigation aérienne de l'Asie seront sous notre contrôle. Marie-Claire regarda par le hublot. L'aube avait maintenant complètement envahi le ciel, transformant les nuages en un océan d'or et de feu. Quelque part, au milieu de cette beauté trompeuse, le vol 7B continuait sa route vers une destination incertaine, transportant dans son ventre un cocktail explosif de technologies dangereuses et d'ambitions démesurées. Le véritable test ne faisait que commencer. Trahison. Les turbulences secouaient violemment l'appareil alors qu'il survolait le territoire chinois, comme si le ciel lui-même pressentait le drame qui allait se jouer dans les heures suivantes. Marie-Claire Dubois, les mains crispées sur les commandes du Boeing 777, scrutait l'horizon qui commençait à se teinter des premières lueurs de l'aube. Les nuages, d'un gris menaçant,
s'amoncelait autour de l'appareil, créant une atmosphère aussi pesante que les secrets qui emplissaient la cabine. Le vol 7B était devenu une véritable boîte de Pandore volante, où chaque passager semblait détenir une part de vérité dans ce puzzle complexe qui se dessinait à 35 000 pieds d'altitude. Son copilote, Thomas Renard, était inhabituellement silencieux depuis leur dernier échange concernant les messages cryptiques apparus sur leurs écrans. Elle l'observait du coin de l'œil, notant ses mouvements nerveux, la façon dont il consultait régulièrement sa montre, ces petits détails qui, pris individuellement, ne signifiaient rien, mais qui, ensemble, composaient un tableau inquiétant. Un nouvel épisode de turbulence secoua l'appareil, faisant teinter les tasses de café vides dans leur support. Marie-Claire stabilisa l'avion avec l'aisance que confèrent 20 ans d'expérience, mais son esprit était ailleurs. Les paroles de Philippe Durand, l'ancien agent de la DGSE, résonnaient encore dans sa tête. Cette histoire d'intelligence artificielle, de couverture. Rien ne collait, et pourtant tout semblait étrangement cohérent. « Je vais faire une ronde rapide », annonça Thomas, se levant de son siège avec une brusquerie qui ne lui ressemblait pas, histoire de rassurer les passagers après ces turbulences. Marie-Claire acquiesça silencieusement, mais alors que la porte du cockpit se refermait derrière lui, elle activa discrètement le système de surveillance intérieure. Une précaution qui s'avéra rapidement justifiée. Sur l'écran de contrôle, elle observa Thomas qui, au lieu de se diriger vers la cabine passager, s'engouffrait dans le compartiment technique, un espace normalement réservé à la maintenance. Ses doigts pianotèrent rapidement sur le clavier de bord, accédant aux enregistrements des caméras de surveillance de cette zone. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Thomas sortit de sa poche un appareil qui ressemblait à un smartphone modifié, l'associant à un boîtier dissimulé derrière un panneau de maintenance. Une lumière rouge clignotait régulièrement sur le dispositif, indiquant une transmission en cours. Il parlait à voix basse, mais le système de surveillance captait ses paroles. Base Echo, ici Corbeau. Phase 2 initiée. Le paquet sera livré à Beijing comme prévu. Chaîne est en position. Confirmation du déroutement nécessaire dans les 20 prochaines minutes. Marie-Claire sentit son cœur s'accélérer. Thomas était donc un agent double, ou peut-être triple, qui sait. Et il mentionnait Chen. Le docteur. Sarah Chen, cette prétendue experte en cybersécurité qui avait passé le vol à travailler sur son ordinateur portable. Tout s'emboîtait progressivement, comme les pièces d'un puzzle macabre. Elle devait agir, mais avec prudence. Chaque mouvement devait être calculé. Une erreur pourrait coûter la vie aux 300 passagers qui lui faisaient confiance. Elle activa la communication avec la cabine d'équipage. « Chef de cabine, pourriez-vous me rejoindre discrètement au cockpit ? C'est urgent. » Quelques minutes plus tard, Sophie Lemaire, chef de cabine expérimentée, entrait dans le cockpit. Son visage habituellement souriant était marqué par l'inquiétude. « Sophie, écoutez-moi attentivement » murmura Marie-Claire, les yeux rivés sur les écrans de surveillance. « Nous avons une situation critique à bord. Je veux que vous fassiez 2 choses. D'abord, localiser Laurent Mercier, l'agent de la DGSI. Ensuite, gardez un œil sur le docteur Chen. Discrètement. Ne prenez aucune initiative, contentez-vous d'observer et de me faire un rapport. » Sophie hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le cockpit, Marie-Claire ajouta, « Et Sophie. Méfiez-vous de Thomas. Il n'est pas celui que nous pensions. » Les minutes qui suivirent furent parmi les plus longues de sa carrière. Sur les écrans, elle voyait Thomas qui remontait maintenant vers le cockpit, reprenant son masque de copilote professionnel. Les turbulences s'étaient momentanément calmées, laissant place à un silence pesant, uniquement rompu par le vrombissement constant des réacteurs. Son téléphone de service vibra, un message de Sophie. « Mercier introuvable. Dernière fois vu se dirigeant vers les toilettes première classe. Dr. Chen a changé de place 3 fois en 15 minutes. Comportement suspect. » Marie-Claire serra les dents. La situation dégénérait rapidement. Elle devait prendre une décision avant que Thomas ne revienne. Ses années d'entraînement et d'expérience lui avaient appris que dans ce genre de situation, l'offensive était souvent la meilleure défense. Elle déverrouilla le compartiment spécial sous son siège, en sortant son arme de service. Un SIG Sauer P320, qu'elle n'avait jamais eu à utiliser en 20 ans de carrière. Elle le glissa dans la poche de sa veste, juste à temps pour voir la porte du cockpit s'ouvrir. Thomas reprit sa place, un léger sourire aux lèvres. « Tout est calme en cabine », dit-il d'un ton qui se voulait rassurant. « Vraiment » répondit Marie-Claire,
gardant un ton neutre. Même dans le compartiment technique? Elle vit sa mâchoire se crisper imperceptiblement, mais il maintint son sourire. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est alors que la radio grésilla, vol Air France 7B, ici contrôle Beijing. Nous avons un message urgent pour vous. Avant que Marie-Claire ne puisse répondre, Thomas appuya sur le bouton de communication, Mayday, Mayday. Vol 7B, demandons déroutement immédiat vers Beijing. Je répète, demandons déroutement immédiat. Marie-Claire dégaina son arme, éloigne-toi des commandes, Thomas. Maintenant. Le temps sembla se figer dans le cockpit. Thomas leva lentement les mains, mais son sourire s'élargit. Tu ne comprends pas, Marie-Claire. C'est plus grand que nous. Beaucoup plus grand. Je comprends parfaitement, répondit-elle, son arme toujours braquée sur lui. Tu travailles pour une organisation criminelle. Tu as compromis la sécurité de cet avion, de ses passagers. Un rire sec l'interrompit. Une organisation criminelle? Si seulement c'était aussi simple. Ce qui se trouve à bord de cet avion pourrait changer l'équilibre mondial. L'intelligence artificielle n'est qu'une partie de l'équation. La vraie question est, qui contrôlera la technologie de demain? Soudain, les lumières du cockpit vacillèrent. Sur les écrans de contrôle, des voyants d'alarme s'allumèrent les uns après les autres. Le réacteur numéro 1 venait de s'éteindre. Qu'est-ce que tu as fait? Hurla Marie-Claire, gardant son arme pointée sur Thomas tout en essayant de reprendre le contrôle de l'appareil. Ce n'est pas moi, répondit-il, semblant pour la première fois vraiment surpris. Ça doit être. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Le réacteur numéro 2 s'éteignit à son tour, plongeant le cockpit dans un concert d'alarme. L'avion commença à perdre de l'altitude. Marie-Claire poussa Thomas hors du siège copilote, prenant les commandes principales pendant que l'appareil piquait du nez. Tour de contrôle Shanghai, ici vol 7B. Mayday, Mayday. Nous avons une défaillance multiple des moteurs. Demandons corridor d'urgence pour descente immédiate. Les alarmes continuaient leur symphonie cauchemardesque alors que l'altimètre égrenait les milliers de pieds perdus. Dans la cabine, les cris des passagers commençaient à se faire entendre. Sophie Lemaire fit irruption dans le cockpit. Commandant. Laurent Mercier a été retrouvé inconscient dans les toilettes, et le docteur Chen, elle a disparu. Attachez-vous, Sophie, et prévenez l'équipage. Procédure d'atterrissage d'urgence. Marie-Claire luttait avec les commandes, essayant de maintenir l'avion stable malgré la perte des moteurs. Son cerveau fonctionnait à toute vitesse, analysant chaque option, chaque possibilité. Thomas, toujours sous la menace de son arme, laissa échapper un ricanement. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Chen n'est pas celle que tu crois. Personne ne l'est. Ce vol, cette prétendue livraison d'IA, tout n'était qu'un gigantesque piège. Et nous sommes tous dedans. Les lumières vacillèrent à nouveau, puis s'éteignirent complètement avant que les systèmes de secours ne prennent le relais. L'avion continuait sa descente inexorable vers le sol chinois, emportant avec lui ses passagers et ses secrets. Marie-Claire savait qu'elle devait prendre une décision. Une décision qui changerait non seulement le destin des personnes à bord, mais qui aurait des répercussions bien au-delà de ce vol. Dans la lueur rouge des éclairages de secours, elle pouvait voir le territoire chinois qui se rapprochait dangereusement. Le temps des questions était terminé. L'heure était venue d'agir. Le destin du vol 7B, de ses passagers et peut-être même de cette mystérieuse technologie reposait maintenant entre ses mains. Et alors que l'aube commençait à poindre à l'horizon, Marie-Claire Dubois s'apprêtait à prendre la décision la plus importante de sa vie. Chute libre. L'avion plongeait dans un épais banc de nuages, ses moteurs silencieux, tandis que le sol chinois se rapprochait inexorablement. Dans le cockpit baigné de la lueur rouge des éclairages de secours, une bataille pour la survie s'engageait. Le Boeing 777 perdait rapidement de l'altitude, son nez légèrement incliné vers le bas, fendant l'air dans un sifflement inquiétant. Marie-Claire Dubois, les mains crispées sur les commandes, luttait pour maintenir l'appareil dans une position qui leur donnerait une chance de survie. Les années d'entraînement aux situations d'urgence défilaient dans son esprit, chaque seconde comptant désormais plus que jamais. Shanghai Control, ici vol Air France 7B, sa voix était ferme malgré la gravité de la situation. Position 31 degrés nord, 121 degrés est. Descente d'urgence en cours. Altitude 28 000 pieds, en chute. Demandons vecteurs immédiats pour atterrissage d'urgence. À côté d'elle,
Thomas était maintenant menotté à son siège grâce à l'intervention rapide d'un marshal de l'air qui se trouvait heureusement parmi les passagers. Son sourire narquois avait disparu, remplacé par une expression de tension palpable. Sophie Lemaire fit irruption dans le cockpit, le visage marqué par l'urgence. « Commandant, nous avons un autre problème. » Le docteur Chen a été retrouvé dans la soute avant, près des conteneurs de fret. Elle tentait d'accéder au compartiment sécurisé. Marie-Claire serra les dents. Bien sûr, le fameux chargement. L'intelligence artificielle qui n'en était peut-être pas une. Où est-elle maintenant? Sous la surveillance de 2 policiers qui se trouvaient à bord. Mais ce n'est pas tout? Sophie hésita un instant. Laurent Mercier a repris conscience. Il dit qu'il doit absolument vous parler. Il prétend savoir comment redémarrer les moteurs. Un choix crucial se présentait à Marie-Claire. Devait-elle faire confiance à Mercier, qui avait été trouvé inconscient plus tôt? Les moteurs ne s'étaient pas simplement arrêtés, il avait été saboté, c'était une certitude. Mais par qui? Et surtout, qui pouvait vraiment les aider maintenant? Faites-le venir, décida-t-elle finalement. Mais qu'il soit fouillé avant d'entrer dans le cockpit. Pendant que Sophie repartait exécuter ses ordres, Marie-Claire continuait sa lutte avec les commandes. L'avion était lourd, trop lourd pour un atterrissage d'urgence dans ces conditions. Elle activa le système de délestage du carburant, créant 2 longs panaches blancs derrière l'appareil. Thomas laissa échapper un rire sec. « Tu crois vraiment que Mercier va nous aider? Tu ne comprends toujours pas qui tire les ficelles, n'est-ce pas? » « Tais-toi, ordonna Marie-Claire, concentrée sur ses instruments. L'altimètre continuait sa descente inexorable, 25 000 pieds. 24 000. 23 000. Laurent Mercier entra dans le cockpit, soutenu par 2 membres d'équipage. Son visage était pâle, une trace de sang séché ornait sa tempe, mais ses yeux étaient vifs et alertes. « Les moteurs n'ont pas été sabotés de manière conventionnelle, annonça-t-il sans préambule. C'est une attaque informatique. Le docteur Chen n'est pas qu'une experte en cybersécurité, c'est une des meilleures hackeuses de l'unité 61 398 de l'armée chinoise. » Marie-Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'unité 61 398 était tristement célèbre pour ses capacités en cyberguerre. Si Chen en faisait partie. Le système de contrôle des moteurs a été infecté par un virus sophistiqué, continua Mercier. Mais j'ai un moyen de le contrer. Le problème, c'est que la solution est dans le cargo, avec la prétendue IA. Qui êtes-vous réellement? Demanda Marie-Claire, tout en surveillant leur descente. 20 000 pieds. DGSE, section cyberdéfense, répondit-il. La véritable mission était de tester un nouveau système de protection contre les cyberattaques. L'IA n'était qu'une couverture. Le vrai trésor, c'est un programme capable de contrer les attaques les plus sophistiquées. Et il est dans la soute, avec Chen. Un nouveau voyant d'alarme s'alluma sur le tableau de bord. Le système hydraulique principal commençait à montrer des signes de faiblesse. Sans les moteurs pour alimenter les pompes, ils allaient bientôt perdre le contrôle des surfaces de vol. Sophie, ordonna Marie-Claire, accompagnez Mercier à la soute. Prenez le Marshall avec vous. Trouvez ce système et arrêtez Chen. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors qu'il quittait le cockpit, Thomas se mit à rire de plus belle. Vous êtes tous si naïfs. Vous pensez vraiment que c'est aussi simple? Que tout va se résoudre avec un programme magique? Marie-Claire l'ignora, se concentrant sur la radio, Shanghai Control, ici à F7B. Altitude 18 000 pieds, descente contrôlée pour l'instant. Demandons confirmation corridor d'urgence. La réponse 20, grésillante mais claire, AF7B, corridor confirmé. Piste 35 litres dégagée pour atterrissage d'urgence. Vent 270 degrés, 15 nœuds. Les minutes suivantes furent un balai chaotique d'alarmes, de communication radio et de lutte constante avec les commandes. L'avion continuait sa descente, maintenant enveloppé dans une mer de nuages qui réduisait la visibilité à néant. Sophie revint dans le cockpit, essoufflée, Chen a été maîtrisée, mais elle avait déjà commencé à transférer des données. Mercier travaille sur le système. Il dit qu'il lui faut encore quelques minutes. Des minutes que nous n'avons pas, murmura Marie-Claire, les yeux rivés sur l'altimètre. 15 000 pieds. Soudain, une série de bips rapides émana du tableau de bord. Sur les écrans, des lignes de code défilaient à toute vitesse. Les systèmes semblaient se réinitialiser un à un. Ça marche, la voix de Mercier résonna dans l'interphone.
Le programme contre-attaque le virus. Les moteurs devraient. Un grondement sourd interrompit sa phrase. Le réacteur numéro 2 tout sauta, puis reprit vie. Quelques secondes plus tard, le premier réacteur suivait son exemple. Mais leur soulagement fut de courte durée. À 12 000 pieds, ils traversèrent enfin la couche nuageuse, et ce qu'ils virent leur glaça le sang. Au lieu de l'aéroport de Shanghai, ils survolaient une zone industrielle densément peuplée. Ils nous ont donné de fausses coordonnées, réalisa Marie-Claire avec horreur. Ce n'était pas vraiment le contrôle de Shanghai. Thomas ricana. Bienvenue à Suzhou. Le véritable objectif n'a jamais été Shanghai. L'usine que vous voyez en bas fabrique des composants critiques pour l'industrie des semi-conducteurs. Un crash à cet endroit précis déclencherait une crise mondiale. Marie-Claire ne lui laissa pas le temps de finir. D'un geste précis, elle poussa les manettes de gaz à fond, faisant rugir les moteurs à peine ressuscités. L'avion répondit en grémissant, son nez se relevant légèrement. « Accrochez-vous » cria-t-elle dans l'interphone. Changement de plan. Elle engagea un virage serré, s'éloignant de la zone industrielle. Les alarmes de décrochage hurlaient leur désapprobation, mais elle tint bon. À travers les haut-parleurs de la cabine, elle entendit sa propre voix, calme et professionnelle, « Ici votre commandant. Position de sécurité immédiate. » Je répète, position de sécurité immédiate. Les minutes suivantes furent un test de volonté et de compétence. Marie-Claire utilisait chaque once de son expérience pour maintenir l'appareil en vol, cherchant désespérément un endroit où se poser. Les moteurs, bien que fonctionnels, n'étaient pas stables, crachant et toussant de manière inquiétante. Là, cria Sophie, pointant du doigt. À travers les derniers lambeaux de nuages, une longue bande grise se dessinait. Une ancienne base militaire abandonnée, avec une piste qui semblait suffisamment longue. Marie-Claire ne réfléchit pas deux fois. Elle aligna l'appareil sur la piste, ignorant les protestations de Thomas et les communications radio qui grésillaient en chinois dans ses écouteurs. Train d'atterrissage sorti et verrouillé, annonça-t-elle, sa voix trahissant la tension du moment. Sophie, prévenez l'équipage. Ça va secouer. L'atterrissage fut brutal. Les pneus éclatèrent au contact du béton vieilli, envoyant des gerbes d'étincelles dans leur sillage. Le Boeing glissa sur près d'1 kilomètre avant de finalement s'immobiliser dans un crissement de métal torturé. Dans le silence soudain qui suivit, Marie-Claire pouvait entendre les battements de son propre cœur. Ils étaient vivants. Tous les 300 passagers étaient vivants. Mais ce n'était pas fini. Déjà, des sirènes se faisaient entendre au loin. Dans la soute, Mercier sécurisait le précieux système informatique, tandis que Chen était maintenu sous bonne garde. Thomas, lui, gardait un silence inquiétant. Marie-Claire activa une dernière fois l'interphone, « Ici votre commandant. L'évacuation va commencer. Suivez les instructions de l'équipage. Et, merci de votre confiance. » Alors que les toboggans d'évacuation se déployaient et que les premiers passagers commençaient à quitter l'appareil, elle resta à son poste, surveillant les écrans qui clignotaient encore de messages d'erreur. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle réalisa pleinement l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ce qui avait commencé comme un simple vol de remplacement s'était transformé en une bataille géopolitique à 35 000 pieds d'altitude. Des agents doubles, des technologies secrètes, des complots internationaux. Et au milieu de tout ça, 300 vies innocentes qu'elle avait juré de protéger. Les sirènes se rapprochaient. Bientôt, il faudrait faire face aux autorités chinoises, expliquer l'inexplicable, protéger les secrets qui leur avaient été confiés. Mais pour l'instant, Marie-Claire Dubois se contentait de respirer profondément, savourant chaque seconde de ce calme précaire. Car elle savait que ce n'était que le début d'une histoire bien plus vaste. Une histoire où la vérité, comme leur vol, resterait en suspens entre ciel et terre, entre ombre et lumière. L'aube d'une nouvelle vérité. L'aéroport militaire désaffecté de Suzhou s'animait d'une activité frénétique alors que les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon, illuminant la carcasse fumante du Boeing 777. Les toboggans d'évacuation se dégonflaient doucement dans la brise matinale, témoins silencieux du miracle qui venait de se produire. Marie-Claire Dubois, encore dans le cockpit, observait à travers le pare-brise les véhicules d'intervention qui convergeaient vers l'appareil, leurs gyrophares dansant dans la brume. Le marshal de l'air maintenait toujours Thomas sous surveillance, tandis que dans la soute, Laurent Mercier travaillait frénétiquement sur son ordinateur portable. Le docteur Chen, menotté et surveillé par 2 policiers français qui se trouvaient à bord, gardait un silence obstiné.
Sophie Lemaire fit irruption dans le cockpit, le visage marqué par l'épuisement mais les yeux brillants d'adrénaline. Tous les passagers sont évacués, commandant. Aucune blessure grave à déplorer. Mais nous avons un autre problème. Marie-Claire se tourna vers elle, déjà résignée à affronter une nouvelle complication. Je vous écoute. Les autorités chinoises approchent. Deux types d'unités différentes. La police militaire et quelque chose d'autre. Ils n'ont pas les mêmes insignes. Mercier dit que nous avons moins de 5 minutes avant qu'ils n'atteignent l'appareil. Un rire étouffé s'échappa de Thomas. Le Goembu contre l'APL. La guerre des services secrets chinois. Fascinant, n'est-ce pas? Marie-Claire l'ignora, son esprit travaillant à toute vitesse. Sophie, allez chercher Mercier. Dites-lui d'apporter tout ce qu'il a pu sauver. Nous devons quitter l'appareil maintenant. Alors que Sophie disparaissait dans la coursive, Marie-Claire activa une dernière fois les systèmes de communication de l'avion. Sur les écrans, des lignes de code continuaient de défiler, témoignant de la bataille informatique qui s'était jouée quelques minutes plus tôt. Laurent Mercier arriva, son ordinateur portable serré contre lui comme un trésor. Son visage était pâle, mais déterminé. J'ai réussi à sécuriser l'essentiel du programme. Mais Chen a eu le temps d'en transmettre une partie avant qu'on ne l'arrête. À qui? Demanda Marie-Claire, tout en rassemblant les documents de vol essentiels. Impossible à dire avec certitude. Le signal a été routé à travers plusieurs serveurs. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, plusieurs acteurs sont dans la course. Les sirènes se rapprochaient. Par le hublot, ils pouvaient voir les premiers véhicules militaires qui s'arrêtaient près de l'aile gauche de l'appareil. Des hommes en uniforme en descendaient, leurs armes bien visibles. Il nous reste une chance, murmura Mercier, sortant un petit appareil de sa poche. Le programme que nous transportions n'était pas qu'un système de défense. C'était aussi une clé. Une clé pourquoi? Demanda Marie-Claire, intriguée malgré l'urgence de la situation. Pour le plus grand réseau de surveillance et de contrôle jamais créé. Atlas n'est pas qu'un protocole, c'est un système dormant, infiltré dans les infrastructures critiques du monde entier. Celui qui le contrôle pourrait tout contrôler, compléta Thomas, son sourire ayant disparu. C'est pour ça que tant de gens sont prêts à tuer pour l'obtenir. Des coups résonnèrent à la porte du cockpit. Des voix autoritaires s'exprimaient en chinois. Le temps était compté. Marie-Claire prit une décision rapide. Sophie, vous et les autres membres d'équipage, sortez par l'issue de secours arrière. Dites aux autorités que vous ne savez rien. Moins vous en saurez, mieux ce sera. Et vous? Demanda Sophie, inquiète. Nous avons une autre sortie à prendre, répondit Mercier, activant son mystérieux appareil. Sur les écrans du cockpit, de nouvelles lignes de code apparurent. Les coups à la porte se firent plus insistants. Le métal commençait à gémir sous la pression. Ce que je vais faire, annonça Mercier tout en tapant frénétiquement sur son clavier, va déclencher une réaction en chaîne. Tous les systèmes informatiques dans un rayon de 5 km vont être temporairement neutralisés. Nous aurons exactement 3 minutes. Marie-Claire regarda Thomas, toujours menotté. Et lui? Il vient avec nous, décida Mercier. Il en sait trop, et plusieurs gouvernements voudraient l'interroger. La porte du cockpit commença à céder. Marie-Claire pouvait entendre le mécanisme de verrouillage qui protestait. Maintenant, cria Mercier, appuyant sur une dernière touche. Pendant une fraction de seconde, rien ne se passa. Puis, comme une vague invisible, une impulsion électromagnétique balaya la zone. Les lumières s'éteignirent, les radios grésillèrent et moururent, et même les véhicules militaires qui encerclaient l'avion s'immobilisèrent. Dans l'obscurité soudaine, Mercier activa une lampe tactique. Par ici, dit-il, ouvrant une trappe dissimulée sous le plancher du cockpit. Les anciens aéroports militaires chinois ont tous des tunnels d'évacuation. Celui-ci devrait nous mener à 2 km d'ici. Marie-Claire hésita une fraction de seconde. En 20 ans de carrière, elle avait toujours suivi les règles, respecté la hiérarchie. Mais aujourd'hui, les règles avaient changé. Le monde avait changé. Allez-y, ordonna-t-elle, son arme toujours pointée sur Thomas. Je ferme la marche. Ils s'engouffrèrent dans le passage étroit juste au moment où la porte du cockpit cédait. Les voix autoritaires se transformèrent en cris de frustration quand ils découvrirent le cockpit vide. Le tunnel était ancien, mais solide. Des câbles électriques couraient le long des murs, témoins d'une époque où cet aéroport jouait un rôle plus stratégique.
Leurs pas résonnaient sur le béton humide alors qu'ils avançaient rapidement dans l'obscurité. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Marie-Claire après plusieurs minutes de progression silencieuse. « Le monde tel que nous le connaissons est en train de changer, » répondit Mercier. Atla n'était que le début. D'autres systèmes dorment, attendant d'être réveillés. La vraie guerre ne fait que commencer. Une guerre invisible, ajouta Thomas, étrangement calme. Pas de soldats, pas de tanks, juste des lignes de code qui peuvent paralyser des nations entières. Ils marchèrent encore pendant ce qui sembla être une éternité, guidés uniquement par la faible lueur de la lampe tactique. Finalement, ils atteignirent une autre trappe, celle-ci donnant sur une ruelle déserte de la banlieue de Suzhou. L'aube avait fait place à un matin gris et humide. Au loin, ils pouvaient encore entendre les sirènes, mais elles semblaient appartenir à un autre monde. « Une voiture nous attend 2 rues plus loin, » annonça Mercier. « Elle nous conduira à un endroit sûr. Ensuite, nous devrons choisir notre camp, » compléta Thomas, son regard croisant celui de Marie-Claire. Elle savait qu'il avait raison. L'époque de la neutralité était révolue. Dans ce nouveau monde de guerre digitale et de secrets codés, chacun devrait prendre position. Un mois plus tard, dans son appartement parisien, Marie-Claire regardait la pluie tomber sur les toits de la capitale. Sur son bureau, une médaille brillait dans sa boîte, une récompense officielle pour avoir sauvé son avion et ses passagers. L'histoire officielle parlait d'une défaillance technique, héroïquement surmontée. La vérité, elle, restait enterrée dans les méandres des réseaux informatiques mondiaux, codés dans des protocoles que seuls quelques initiés comprenaient. Le docteur Chen avait disparu pendant son transfert vers la France. Thomas était détenu dans un lieu tenu secret. Quant à Mercier, il continuait son travail dans l'ombre, préparant le monde à une guerre que peu pouvaient imaginer. Son téléphone vibra, affichant un message crypté, « Atla dort, mais ne mourra jamais ». Marie-Claire sourit légèrement. Elle savait que ce n'était pas une fin, mais un début. Quelque part dans le vaste réseau mondial, des systèmes dormants attendaient leur réveil, et avec eux, les destins de nations entières pendaient dans la balance. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre. Dans les reflets des gouttes de pluie, elle pouvait presque voir les lignes de code qui tissaient leur toile invisible autour du monde. Le vol 7B n'avait été qu'une bataille dans une guerre plus vaste, une guerre dont les véritables enjeux dépassaient l'entendement. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, le message était plus direct, « Nous avons besoin de vous. La vraie mission commence maintenant. » Marie-Claire Dubois, pilote devenue malgré elle gardienne de secrets d'État, prit une profonde inspiration. Une nouvelle aube se levait, et avec elle, la promesse d'un monde où la vérité, comme les avions qu'elle avait l'habitude de piloter, naviguerait toujours entre ciel et terre, entre ombre et lumière. Dans les rues de Paris, la vie continuait, ignorante des batailles invisibles qui se jouaient dans le cyberespace. Mais pour ceux qui savaient, pour ceux qui avaient vécu cette nuit sur le vol 7B, rien ne serait plus jamais comme avant. Car parfois, la vérité est comme un virus informatique, une fois qu'elle s'est infiltrée dans votre système, il est impossible de l'en déloger. Fin.